Et puis aujourd'hui, dans les grandes gueules, nous avons convié une femme qui se fait remarquer avec un livre GG, un livre grande gueule. Elle s'appelle Malika Sorel-Sutter. Elle est au cœur de l'actualité parce que de l'immigration, il en est question quasiment tous les jours. Malika Sorel-Sutter, bonjour. Vous êtes membre du Haut Conseil à l'intégration et vous signez ce livre, Immigration, intégration, le langage de vérité. Vous voulez tordre le cou à certaines idées reçues, à une pensée unique autour de l'immigration, l'intégration. Vous dites que l'intégration des immigrés extra-européens est un échec, que les Français se sentent aujourd'hui apatrides sur leur propre terre. C'est fort. Ce qui veut dire que les Français ne se sentent pas chez eux, quoi, en fait, ça. Ouais. Comme dit Guéant. Ce que je souhaite, c'est que l'on traite enfin de ce sujet de manière profonde et qu'on délaisse un peu l'écume des vagues. Donc ce sujet est extrêmement complexe, il y a beaucoup de dimensions qui entrent en ligne de compte. On a souvent l'habitude d'entendre que la République a échoué, que le modèle français d'intégration est un échec et qu'il faudrait importer le modèle multiculturaliste anglo-saxon. Donc moi ce que je défends, c'est que le modèle français d'intégration n'a tout simplement pas été appliqué pour les dernières vagues d'immigration. Et là est l'un de nos problèmes, parce que l'autre problème c'est la question des flux migratoires qui a un impact direct sur l'école et sur le fait qu'il était très difficile, alors que ces enfants avaient besoin d'un accompagnement particulier et intensif, il était de ce fait très difficile de les aider à s'insérer ou s'intégrer. Et vous parlez de l'école, justement. Claude Guéant a fait une petite sortie sur l'école en expliquant que 2/3 des élèves qui étaient en échec scolaire étaient des élèves de l'immigration. Alors ce chiffre, on ne sait pas trop d'où il sort d'ailleurs. Il sort de l'INSEE. L'INSEE 2005, absolument, ce chiffre existe. Donc voilà, il faut lire les rapports et bien les lire et ne pas en retenir que ce qui arrange la pensée unique. Ce chiffre est une réalité. Cette réalité, elle a été mise également en évidence de manière très concrète et très directe par l'OCDE en 2006, qui se basait sur des travaux PISA 2003 et qui mettait en évidence qu'il y avait quelque chose de surprenant, c'est que même en mathématiques, donc pas dans les humanités, la littérature, etc. Même en mathématiques, les enfants issus de l'immigration avaient plus de difficultés que leurs camarades. Et l'une des explications, c'était leur non-maîtrise de la langue, de la terre d'accueil. Et on peut parfaitement comprendre qu'un enfant qui ne maîtrise pas la langue, ne comprenne pas l'énoncé en mathématiques et soit incapable de dérouler... Donc c'est l'échec de l'école, là. Parce que l'école est censée... Non. Justement, ça aussi, ça fait partie de la pensée unique. D'accord. Très très vite, c'est l'échec de l'école, des profs. Non, ce qui se passe, c'est que vraiment beaucoup des raisons d'échec de la scolarité sont des raisons exogènes. Donc il faut cesser de dire que c'est la faute de l'école et des profs. C'est la faute des parents. Et il faut faire... La responsabilité, elle est celle de plusieurs acteurs. Notre société a une responsabilité première. Nous n'avons pas eu les mêmes exigences envers les familles de l'immigration que nous avons eu envers les familles de l'immigration intra-européenne. Je parle de l'immigration du Sud. Nous ne les regardons pas de la même manière. Nous n'osons pas leur dire la vérité, c'est-à-dire que pour qu'un enseignant soit en mesure d'exercer sa pleine mission d'enseignant, il faut qu'en face, il ait un élève, non pas un enfant récalcitrant, et parfois des enfants qui arrivent, qui ont sommeil en classe, qui dorment parce que là, ils ont fait la bamboula la veille et que les parents n'ont pas éveillé au grain, des enfants qui sont devant les écrans, et ça vaut pour tous les milieux. Mais donc c'est-à-dire qu'on s'adapte trop à ces enfants, alors que ces enfants, on devrait leur dire, écoutez, à l'école, on travaille, on se couche chaud la veille au soir, les parents doivent aussi comprendre comment ça fonctionne, les règles scolaires, et finalement, on est laxiste. Oui, tout à fait. Nous sommes laxistes et surtout nous cherchons toujours la facilité, c'est-à-dire le bouc émissaire. Et là, c'est le prof qui est le bouc émissaire et qui doit se débrouiller pour que l'enfant réussisse dans toutes les conditions. Et c'est malheureusement pas possible. Sylvain Grandserre, monsieur l'instituteur. Alors là où je suis pas d'accord, c'est pour moi Radio Guéant ment. Radio Guéant ment, effrontément. Par omission, parce qu'il sait très bien, effectivement, oui, on a des élèves en échec scolaire en France, pas qu'un peu, oui, certains d'entre eux sont issus de l'immigration. Le véritable mensonge par omission, c'est l'omission des origines sociales. C'est-à-dire qu'en fait, à origine sociale égale, les enfants d'origine étrangère font aussi bien que les autres, voire mieux. Par ailleurs, il n'y a aucun fatalisme au fait que les enfants issus de l'immigration seraient moins bons que les autres. Il y a plusieurs pays qui ont même des élèves d'origine étrangère qui font mieux que les autochtones, pour dire les choses rapidement. Et moi, je suis surpris justement. Dans cette recherche du bouc émissaire, c'est très gentil à vous, Malika, pour vouloir désigner les profs, merci. Mais moi, je préfère encore qu'on désigne les profs plutôt que désigner des pauvres gamins qui sont strictement pour rien. Donc,
voilà, donc si ces enfants-là Oui, échouent, c'est pas en tant qu'étrangers qu'ils échouent. Peut-être qu'on cherche pas les causes, qu'on n'arrive pas à résoudre ce problème d'échec scolaire. Ce n'est pas en tant qu'étrangers qu'ils échouent à l'école française, c'est en tant qu'enfants, très souvent issus de milieux extrêmement modestes. Donc c'est les enfants pauvres. C'est vrai que les pays qui choisissent leurs immigrés, c'est vrai que quand on choisit ces immigrés et qu'on peut prendre que des fils de chirurgiens, de médecins et d'avocats, comme par hasard, les gosses d'immigrés réussissent mieux que les autochtones. Malika, c'est vrai ça? Non, c'est très simpliste comme approche, c'est tout de suite... Vous êtes du Haut Conseil de l'intégration, vous lisez les rapports que vous publiez? Parce que ce que je suis en train de dire, c'est marqué dans le rapport du Haut Conseil de l'intégration. Donc je répète, c'est très simpliste, c'est-à-dire les enfants de l'immigration, certains réussissent mieux que les Français, et ça concerne en particulier les enfants d'origine asiatique. Par contre, pour les enfants d'origine maghrébine africaine, ce n'est absolument pas vrai, et on observe même des dégradations en ce qui concerne les filles, parce que il y a quelques années, les filles réussissaient brillamment. Mieux que les garçons. Et aujourd'hui, parce que notre société est, je pourrais développer ensuite, mais comme notre société ne les protège plus assez et ne représente plus pour elles un espoir d'émancipation, elles finissent par se renfermer finalement, et on observe ce phénomène. Sur la question des enfants, non, faut arrêter de dire que c'est les raisons sociales, ça m'exaspère, parce que ça voudrait dire qu'en gros, les pauvres qui viennent du Sud sont incapables de réussir. Alors, et moi, vous êtes en train de dire que tous ceux qui viennent d'ailleurs sont capables de réussir. Vous stigmatisez encore plus fortement que moi. Laissez-moi terminer. Moi, j'ai vécu dans le Maghreb. Les enfants asiatiques réussissent. Oui, ils réussississent brillamment, mieux que. Mais il y a des raisons également. Il y a des études qui ont été faites sur le sujet. Les parents, faut voir les sacrifices qui consentent pour leurs enfants. Donc, non, mais c'est intéressant ce que vous dites. Ça veut dire que la question de la natalité. Il y a des structures familiales. Discours, je l'ai jamais entendu, moi, qui suis un peu loin de tout ça. Vous me laissez terminer. Moi, j'ai vécu en Algérie pendant 15 ans, donc j'ai pas de leçon à recevoir ce que c'est que la pauvreté et le misérabilisme, les petits choux qui n'ont pas de fric, etc., qui vont échouer. C'est entièrement faux. C'est-à-dire que là-bas, il y avait des exigences, il y avait le respect des adultes et de la société, un certain nombre de conditions. Les parents regardaient dans la même direction que l'école, et ces enfants, dont certains étaient en tongs, y compris l'hiver, et les classes n'étaient même pas chauffées. Donc pour moi, la France, c'est du luxe par rapport à ce que j'ai pu vivre de l'autre côté de la Méditerranée. Eh bien, on réussissait. Voilà. Donc qu'on arrête justement avec ces procès tout de suite, c'est ah là là, les gens, donc c'est culturel, donc machin. Non, je défends fait que justement pourquoi les parents asiatiques, ce n'est pas culturel. Alors pourquoi les parents asiatiques seraient plus finalement prêts à se mobiliser pour leurs enfants, les pousser à aller à l'école, plus stricts peut-être aussi, plus exigeants sur les résultats scolaires que les parents maghrébins? Les parents asiatiques, j'en parle dans mon livre, les parents asiatiques ont quelque chose qui est formidable. Et encore, quand je dis asiatique, il faudrait qu'on décline parce que ça fait une grosse masse. Chinois, mais en tout cas, ce qu'on observe et ce que les chercheurs qui sont allés dans les familles, sur des études sur plusieurs milliers de familles, c'est qu'il y a quelque chose dans le fonctionnement familial qui fait que d'emblée, et Alain Perfit, que je cite dans mon livre, en avait remarquablement bien parlé, les parents sont déjà eux-mêmes formés pour accepter que leur enfant sera dissemblable. C'est-à-dire on fait un enfant et ensuite on accepte qu'il s'envole et même qu'il devienne différent. Et c'est ce qui aide les enfants asiatiques à s'intégrer ailleurs, parce que je peux vous dire que le processus d'insertion qui consiste à, je dis simplement parce que moi je fais la distinction, à respecter les règles de la société d'accueil, et le processus ensuite d'intégration qui consiste à vouloir s'inscrire dans l'arbre généalogique de notre peuple, que ses ascendants, ce sont des processus qui sont longs et qui sont très douloureux. Donc ce n'est pas si simple, c'est pas on veut qu'ils s'intègrent, ils vont s'intégrer. Moi qui suis un peu loin de tout ça dans mes préoccupations quotidiennes, si j'ai bien compris ce que vous dites en ayant lu quelques extraits de votre livre, c'est que la différence entre l'immigration, on va dire juste après-guerre ou entre-deux-guerres des Européens qui étaient les Polonais, les Italiens, les Espagnols, et l'immigration d'aujourd'hui, c'est qu'il y avait une fonte des cultures anciennes, enfin des cultures d'origine des peuples dans la culture française, et qu'aujourd'hui les gens vivent dans une ghettoisation qui fait qu'en conservant leur propre culture, il n'y a pas d'intégration en tant que telle. C'est bien ça que vous nous dites? Tout à fait. Les migrants intra-européens avaient leur parcours qui était facilité dans la mesure où il y avait une distance culturelle qui était moindre, et donc ça aidait les enfants, ça aidait également les parents, mais malgré cela c'était douloureux pour un parent, ça l'est toujours, de laisser son enfant lui échapper. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le problème de la religion, parce que ces peuples qu'on parle, les Italiens, les Espagnols, les Polonais, étaient quand même de confession catholique. Ça a aidé énormément, bien entendu.
et même là, il y a eu d'énormes difficultés. Il faut que les Français sachent que entre 1870 et 1940, seul un Italien sur 3 a réussi son intégration. Donc ça, c'est attesté, ça a été comptabilisé. Vous dites c'est compliqué de s'intégrer en fait. C'est très compliqué. Il faut en tenir compte et surtout, lorsqu'on a un discours depuis des décennies où au lieu de dire la vérité aux populations de l'immigration, pour leur dire attention, ça va être compliqué, vous venez d'autres sociétés, ici, ce qui pèse comme exigence pour la réussite de votre enfant, ça va être quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que vous avez vécu. On leur ment et en plus on leur dit la société d'accueil, parce que vous inquiétez pas, il y a les mêmes problèmes ailleurs, y compris au Canada. Et on leur dit les gens sont racistes, ils vous aiment pas, ils veulent pas que vous réussissiez à l'école, on fait tout pour que vous réussissiez pas. Donc on décourage ces enfants, on les rend malheureux parce qu'on peut pas répéter à un enfant les gens te détestent et ensuite l'aider à réussir. Donc on fait tout à l'inverse de ce qu'on aurait dû faire. N'oublions pas qu'autrefois l'intégration, elle était aussi une intégration professionnelle, puisque tous ces jeunes dont vous parlez du début du XXe siècle, des parents qui ils quittaient l'école extrêmement tôt. Dans la vallée de la Brelle, au-dessus de chez moi, on recrutait des petits Italiens pour aller travailler dans les verreries. Il a fallu des lois pour interdire le travail en dessous de 8 ans. Je vous cite juste le rapport, parce que vous faites partie du Haut Conseil d'intégration, c'est intéressant de savoir ce qu'écrit le Haut Conseil d'intégration dont vous êtes membre. Je vous le lis un texto. Les enfants d'immigrés atteignent plus fréquemment une seconde générale, ils obtiennent plus souvent le baccalauréat général, et ils sortent moins souvent sans qualification quand ils sont à situation sociale, familiale et scolaire comparable. Et pour vous dire sur les familles que vous prétendez reines de la bamboula, les ambitions scolaires des parents immigrés sont en effet plus fortes que celles des parents non immigrés. Moi, je travaille à la campagne. Je vais aussi finir de temps en temps. Je travaille à la campagne et il se trouve que malheureusement, tel que les choses sont faites, la répartition des populations n'est pas très équitable sur le territoire. Donc, j'ai pas ou peu d'enfants d'origine étrangère directe. Et je peux vous dire que la bamboula, elle existe aussi à la campagne. Le souk existe à la campagne. Il y a des élèves qui se couchent à 4h, 5h, 6h du matin. Si et il y a des élèves en grand échec scolaire à la campagne. Donc cette idée, voilà, que vous êtes en train de mettre dans l'esprit des gens, parce qu'ils font autre chose en écoutant la radio, ils conduisent, ils épluchent leurs pommes de terre, etc. Mine de rien, ils épluchent les pommes de terre. Certains, même si on a des gens c'est habile en fait. Non, mais ils font plusieurs. Il y avait une virgule entre les deux. C'est le problème du langage oral. Mais voilà, donc les gens dans leur tête, mine de rien, il y a une espèce d'association d'idées, gosses d'étrangers égale échec scolaire. Et moi, je suis placé pour vous dire que c'est faux. Je suis bien placé pour vous dire que malheureusement, c'est pas comme ça que ça marche. La plus forte corrélation. On en est à 50 ans d'études sociologiques en France grâce à Bourdieu, Passon et bien d'autres. Oh là là, Bourdieu, voilà, vous avez tout dit là. Oui, mais j'ai peut-être tout dit. Lui aussi a peut-être tout dit malheureusement et 50 ans plus tôt que vous. Justement, en montrant que les mécanismes la France se singularise par rapport aux autres pays par sa reproduction sociale. On est le pays le plus nul pour faire réussir les élèves les plus faibles. Voilà le grand problème on fait très bien réussir les très bons élèves, un médecin qui donnerait une très bonne santé aux gens qui sont déjà en forme. Mais quel cliché, je trouve que mon cliché, au moins le mien il est en couleur, l'autre il était en noir et blanc, il était même en sépia. Pourquoi c'est des clichés, Malika? Que des clichés, d'abord parce que lorsqu'on voit moi je rencontre les gens qui font PISA, etc. Lorsqu'on voit, il faut pas regarder les résultats comme ça en bloc, on compare des pays qui ont strictement rien à voir les uns avec les autres. Quand les hommes politiques passent leur temps à partir en Finlande, comme si la Finlande c'était devenu l'Eldorado, il fallait tout ce qu'on copie. Ils oublient simplement de dire que la Finlande c'est pas du tout la même société. 5 millions d'habitants. Ils sont moins nombreux. Ils n'ont pas du tout la même pression migratoire, ni les mêmes difficultés. Et ça calme. Moins 30, ça calme. En dehors des questions migratoires, en Finlande, les parents marchent la main dans l'enseignant, avec l'enseignant. C'est-à-dire que là-bas, c'est comme ce qui s'était passé en France à une époque. L'enseignant dispose d'un statut, toute la société autour de l'école, etc. Donc nous, on a fait 30 ans pour tout détruire, avec Bourdieu qui a bien expliqué certaines choses, mais qui a passé son temps à expliquer la reproduction des élites, sans expliquer comment elles se reproduisaient. Parce que ce que nous racontent les élites, ce qu'elles racontent à la radio, à la télé, dans tout ce qu'elles racontent, dans leur dénigrement perpétuel de la France, qui rend la France hideuse pour les gens de l'immigration, elles oublient simplement de dire ce qu'elles font pour leur propre progéniture. Les étrangers seraient attirés par un pays hideux pour eux. Vous me laissez terminer. C'est un grand tunnel. C'est-à-dire que les élites, Bourdieu en tête, c'est ce que le chef de file, il a oublié d'expliquer comment est-ce qu'on réussissait. On a passé notre temps à parler de ce que moi j'appelle l'imposture de l'ascenseur social, qui renvoie une image de passivité, alors qu'en réalité, les Français savent parfaitement que la réussite est très difficile, que c'est un chemin parcouru d'obstacles. Je donne un exemple, les agriculteurs bretons, leurs enfants réussissent mieux que la moyenne. Ces gens savent parfaitement ce que ça veut dire, le prix de la réussite, l'engagement quotidien avec leurs enfants. Donc qu'on dise aujourd'hui
la vérité et qu'on arrête de charger la barque de la France et des Français. Vous restez avec nous, Malika Sorel, avec ce livre Grande Gueule, on le disait, Immigration, Intégration, le langage de vérité. C'est aux éditions 1001 nuits.